Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais soyez pas choqués si je zigzague par moment, entre le PowerPoint et peut-être d'autres choses, mais ce sera lié au fait que je dois accueillir aussi des personnes qui arrivent en cours de route. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, d'être présente et présent là pour ce webinaire, sur le financement de projets de transition agricole alimentaire, grâce au financement participatif. Donc c'est un webinaire, proposé et animé par le réseau, Partage, qui est donc le réseau Grand Est, qui travaille, pour une alimentation responsable et une transition, agroalimentaire en Grand Est. Je le précise parce qu'effectivement, c'est un webinaire qui, à l'origine, a été pensé, pour les acteurs du Grand Est, mais on a vu et noté un certain intérêt, de la part de personnes un peu de toute la France. Donc je vais me permettre rapidement de représenter le réseau avant d'aller dans le cœur du sujet. Donc le réseau Partage, c'est donc un réseau qui existe depuis 4 ans, qui est financé par, l'ADEME, la DRAF, la DREAL et la région Grand Bien. Est et qui vise à animer, grâce à l'association Citoyens et Territoires qui m'emploie, un réseau, d'acteurs, très divers qui vont de producteurs, d'acteurs économiques, de collectivités, d'associations d'éducation populaire pour mutualiser les expériences et les initiatives sur, la transition agricole et alimentaire. Donc pour faire cela, on anime différents outils, un site internet, une lettre d'info et puis un espace collaboratif qu'on appelle le nuage. Et puis on a aussi différents temps, dans l'année, des visites de terrain pour rencontrer des acteurs, des porteurs de projets. On organise des webinaires, donc celui-ci. On fait aussi, des visios plus thématiques, soit pour présenter un acteur particulier ou répondre à un sujet, sous un autre format qu'un webinaire, mais répondre à un sujet, concret. Des cafés solutions aussi qui permettent de solutionner des problématiques d'autres acteurs et puis des temps qui là se limitent aux chargés de mission PAT, qu'on réunit, tous les, 3 mois ensemble en visio pour parler projets alimentaires territoriaux. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun de faire du commun, de progresser, de travailler ensemble et vous allez le voir, c'est aussi l'objectif de un peu de ce webinaire. Et donc dans tous les temps qu'on organise, la question du financement, c'est un sujet qui est récurrent, heu, à la fois, bah, auprès des chargés de mission PAT, mais plus largement des porteurs de projets, des acteurs de terrain qui, régulièrement pour, porter des outils de transformation, des outils de mutualisation, bah, doivent se frotter à la question du financement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est venue en fait l'idée de ce webinaire, qui va avoir pour but justement d'essayer de présenter, heu, bah, les financements participatifs, faire un focus sur ce sujet, voir un petit peu les différentes formes qui existent, et les différents acteurs. Donc aujourd'hui, je les remercie. On a 3 acteurs qui ont accepté très gentiment, de participer et à ce temps. Donc on aura, Guillaume Cagnon de Bluebees, et j'ai rajouté Ferme d'Avenir parce qu'il nous en parlera, mais les structures se rejoignent, qui est donc une plateforme de dons avec contrepartie. Heu, voilà. Pierre Lézère de Lita.co qui, propose des solutions de prêt, pour les initiatives durables, et à impact, dans lesquelles il y a effectivement des projets agricoles. Et puis, Françoise Thomas et Sandrine, dont je n'ai plus le nom de famille, je m'excuse, qui sont du réseau des cigales Grand Est, qui regroupe, eux, des clubs d'investisseurs citoyens, voilà, qui sont plutôt à des échelles locales, mais voilà, qui complètent un petit peu ce tableau et ce panel. Donc chacun et chacune, aura 15 minutes de présentation, et puis on pourra engager 10 minutes d'échange, questions-échanges. Petite précision, Guillaume et Pierre devront nous quitter à 10 heures. Donc je vous encourage vivement à profiter de ces 10 minutes, d'échange si vous avez, voilà, des questions qui concernent plus spécifiquement leur plateforme, pour ne pas être frustré, même si,
même s'il y aura des contacts et possibilités d'approfondir, par la suite. Avant de laisser la parole, juste un petit point de contexte et d'introduction. Heu, les intervenants me corrigeront si je dis des bêtises, mais simplement vous cadrer qu'est-ce que le financement participatif? Donc le financement participatif, on utilise aussi souvent le mot anglais crowdfunding. C'est une manière d'appeler à une communauté de particuliers pour obtenir une somme d'argent. Donc c'est un moyen qui permet notamment de ne pas passer par des investisseurs, traditionnels ou de compléter l'apport d'investisseurs traditionnels, comme ceux des banques, par de l'épargne, citoyenne, pour aider à la réalisation du projet. Donc il y a une pléthore d'acteurs, que donc j'ai extrait, hein, ce petit mapping, d'une production de Ferme Envie, qui avait recensé en 2022 un certain nombre d'acteurs. À la fois des plateformes de financement participatif qui sont vraiment dédiées à l'agriculture, comme, vous voyez ici, Bluebees, Mimosa, Agriland. Des plateformes, plutôt axées sur, le foncier agricole. Donc je vous ai parlé de Ferme Envie qui a créé cette, infographie, mais il y a également Terre de Liens qui, je crois, est aussi présente, à notre webinaire en participant. Terrafine, l'Urzaindia, désolé si j'écorche, et puis d'autres qui peuvent être plus, encore sur des filières, spécifiques. Donc là, il y a la filière vin avec des plateformes, plus particulières, et puis on a aussi des plateformes un peu plus généralistes, dédiées aux transitions, qui existent, dont, l'ITA, est dedans. Mais vous avez effectivement d'autres acteurs que vous connaissez peut-être qui peuvent aussi, financer, des projets culturels, des projets, heu, citoyens un peu différents. Voilà, donc c'était juste pour avoir ce petit récap, et je souhaitais, avant de laisser la parole aux participants, juste faire un petit sondage, de votre côté. Vous savez, vous avez des petites réactions sur Zoom, et je souhaitais savoir si parmi vous, parmi les participantes et participants, certains avaient déjà fait financer des projets, en crowdfunding dans le cadre d'une association, d'une structure. Si oui, je vous proposais dans les réactions de lever vos pouces. Donc je vois qu'il y a Tim et Bastien qui a levé le pouce au moins. Et puis la deuxième question, il n'y a pas d'autres réactions que Tim et Bastien, c'était plutôt en tant que citoyenne ou citoyen, si vous avez déjà financé un projet crowdfunding, et dans ce cas auquel cas je vous proposais de faire une réaction avec un cœur. Y a-t-il des gens qui ont déjà financé? Alors je ne sais pas si je vois tout le monde en caméra, mais là encore Anaïs, semble bonne élève. Je vois que Pierre, forcément a réagi. Très bien, bah, je m'excuse si, en partage d'écran, j'ai pas vu vos réactions, c'est peut-être un petit biais, mais en tout cas, c'était pour essayer de faire un sondage en direct. Françoise aussi a mis un cœur, pardon. Bah, écoutez, je vous propose sans plus tarder de laisser la parole, donc à nos participants, et on va commencer, par Guillaume, à qui je laisse la main aussi bien en termes de micro que de partage d'écran. Merci Charles pour l'intro. De rien. C'est bon, le partage est OK? C'est parfait de mon côté. Super. Merci beaucoup pour l'introduction. Je ne savais pas effectivement si on allait parler du pitch global. Du coup, ça me permettra d'aller plus vite sur certaines parties. Alors, euh, avant de zoomer sur Bluebees et financement participatif, j'étais obligé de vous parler de Ferme d'Avenir, mais pourquoi et comment? En fait, Bluebees, c'est la plateforme de financement participatif de Ferme d'Avenir. Donc, on fait partie de Ferme d'Avenir. Et nous, notre mission globale, c'est de soutenir le développement de l'agroécologie. Donc, ça, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire l'agroécologie? Nous, notre vision, c'est, on parle volontairement pas d'agriculture biologique qui a plein d'avantages, d'avoir un cahier des charges étatique, bordé, on sait de quoi on parle, mais qui, quand on en parle, a souvent un côté clivant. C'est-à-dire que
Soit on l'est, soit on l'est pas, soit on est, il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre, et ça a tendance à construire un espèce de statu quo qui permet pas d'embarquer les gens vers la transition. Donc ça a été notre vision. Et du coup, on parle plutôt d'agroécologie, avec une vision systémique globale où on s'intéresse aux résultats à la fin, plutôt qu'aux moyens d'y arriver. Et donc ça, on le fait avec ce qu'on a appelé la fleur de l'agroécologie, que je vous présente ici, pour avoir sur chacun des critères qu'on imagine comme étant les plus pertinents pour imaginer la performance d'une ferme, à la fois une performance agronomique, économique et sociétale. Quels sont les indicateurs qui peuvent être améliorés sur une ferme? Et donc là, on est vraiment dans une phase de transition de ferme, plutôt que de dire est-ce que vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Euh, on, on agit sur quatre grands pôles, et on va zoomer sur le financement ensuite avec Bluebees. Mais on a des activités de R&D qui vont documenter l'agroécologie, qui vont documenter les modèles de ferme qui fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne pas, pour aider les fermes ensuite à reproduire ces modèles qui fonctionnent sur chacune de leurs régions. On va aussi former des personnes, pour des porteurs de projets agricoles, par exemple, pour aller vers ce type de modèle. On fait aussi de l'accompagnement, essentiellement de collectivités, sur des questions de restauration collective. Ça tourne souvent autour de ça sur les collectivités, c'est-à-dire comment je réussis à transitionner et à faire en sorte que ma restauration collective, à minima, respecte les objectifs EGalim, mais parfois aller au-delà. Euh, on peut parler de création de régie municipale. C'est une chouette idée en théorie et c'est un long chemin pavé d'embûches. Voilà, donc on accompagne les collectivités dans ce schéma-là. Et enfin, Bluebees, toute la partie financement, par le financement participatif, qui est vraiment le nerf de la guerre, comment on arrive à mobiliser les troupes, les particuliers, autour du financement de ces projets agroécologiques. On existe depuis 10 ans et en termes d'impact, on a déjà beaucoup de choses à montrer. On a levé plus de 10 millions d'euros injectés directement dans les fermes en agroécologie en France. Et ça, grâce à près de 100 000 citoyens, contributeurs, qui ont soutenu ces projets. On a une vingtaine de personnes présentes partout en France, et ça aussi, on y tient. C'est-à-dire que on n'est pas dans une tour d'ivoire à Paris, déconnecté du terrain. On est présent un peu partout. À Paris, là, je vous appelle de Montpellier. On a des gens présents à Bordeaux, en Normandie, fin fond de l'Ain. Donc, on est vraiment présent partout. Et surtout, les pieds dans les bottes, c'est-à-dire on est sur le terrain avec nos fermes au sens des fermes de notre réseau, pas des fermes exploitées en propre, qui nous permettent à la fois de documenter les modèles d'agroécologie qui fonctionnent, d'être au plus proche du terrain. Donc, si on zoome maintenant sur le financement participatif, je passe vite sur qu'est-ce que le financement participatif avec cette brillante démonstration de Charles tout à l'heure. Et effectivement, l'idée, c'est de trouver des contributeurs euh, pour un porteur de projet qui va réaliser un projet, et dans notre cadre d'agroécologie. Donc ça se passe par trois leviers principaux. Le don, c'est-à-dire l'idée, c'est de comment je réussis à trouver 100 contributeurs qui vont donner 100 euros. Donc c'est pour des projets entre 5 et 15 000 euros. Le prêt, ça, je fais un petit spoiler de Pierre tout à l'heure, où c'est plutôt comment on va chercher 100 contributeurs qui vont prêter autour de 1 000 euros. Et enfin, l'apport en capital, où c'est comment je cherche 100 contributeurs qui vont plutôt apporter 1 000 euros en capital. Donc, on voit bien que c'est trois instruments financiers différents qui peuvent être utiles en financement participatif. Et nous, on va zoomer particulièrement sur le don, parce que Bluebees, c'est notre plateforme de financement participatif dédiée à l'agroécologie et en particulier sur le don. Donc, je vous ai mis quelques exemples là-dessus, sur des exemples types de ce que peut être des projets agroécologiques chez Bluebees. Ça peut être par exemple la ferme de Tom qui a levé 12 000 euros, donc en allant chercher 134 contributeurs pour la création de sa boutique de vente directe à la ferme, par exemple. On a aussi la cabane à plantes, là pour des projets de plantes à parfum, là aussi pour un projet de boutique vente directe. Euh, Également au maraîchage, par exemple, où on a ces trois associés de la ferme Ligas qui sont allés chercher 33 000 euros. Alors, 33 000 euros, c'est une de nos meilleures campagnes.
où ils sont allés, où ils ont réuni à 330 contributeurs euh, pour la création d'une pépinière à l'intérieur de leur ferme. Donc ça, c'est trois grands exemples types de ce que on peut aller chercher en tant que porteur de projet agricole en financement participatif. Et il y a plein de raisons qui amènent ces porteurs de projets à y aller. Ça peut être pour tester son marché en amont, c'est-à-dire ben, est-ce que des gens s'intéressent à ce que je fais en avance de trésorerie, c'est-à-dire que l'argent est tout de suite sur votre compte bancaire et pas, euh, et pas enfin, vous n'allez pas investir au départ. Ça vous permet d'apporter, enfin, d'avoir du fonds propre supplémentaire pour ensuite faire effet de levier, soit pour une autre campagne de financement participatif plutôt en prêt, soit pour du crédit bancaire classique. Et ça permet de rassurer aussi, et presque surtout, euh, tous les intervenants, donc les banques, des futurs clients, fournisseurs, etc., sur sa capacité à fédérer autour d'un territoire. Ça permet aussi de se rassurer sur sa capacité à fédérer autour d'un projet, parce que si, en tant que porteur de projet, vous n'arrivez pas à créer cette fédération autour de votre projet, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche au départ sur votre projet qui doit être modifié. Donc ça permet de faire tout ça. Maintenant, quelle place pour les collectivités là-dedans? Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu les participants. C'est des participants très divers, mais il y en a quelques-uns qui sont soit sur les chargés de projet PAT, soit des collectivités en direct, etc. Du coup, c'est intéressant de comprendre, OK, bah, très bien, c'est ça le financement participatif en agroécologie, mais à quoi je peux servir moi en tant que collectivité au sens large du terme? Quelle est ma place là-dedans? Quel est mon rôle? Donc, j'en ai identifié trois essentiellement. On peut être le niveau zéro de l'engagement, ça peut être, on peut être déjà promoteur des campagnes du territoire. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure de la ferme du Ligas ou de la ferme en planté parfum. Il y a des campagnes partout, tout le temps sur les territoires et peut-être sur le vôtre. Et lorsque alors, les porteurs de projets peuvent être amenés à vous contacter, vous en tant que collectivité, pour être relais et promoteur de ces campagnes vis-à-vis avec vos canaux de communication classiques, je sais pas, vous avez peut-être une newsletter, un magazine local, des réseaux sociaux. Et du coup, vous ne sous-estimez pas la valeur que ça peut avoir pour les porteurs de projets, pour les campagnes qui existent déjà sur vos territoires, de relayer ces campagnes euh, euh, avec vos moyens. C'est vraiment quelque chose qui ne vous coûte pas grand-chose et peut apporter beaucoup pour le dynamisme de ces campagnes et du coup de dynamisme économique de ces territoires. La deuxième façon de procéder, c'est d'être créateur de campagne sur le territoire. On va le zoomer particulièrement tout de suite. Et on peut être aussi porteur de campagne. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu pour les collectivités. C'est-à-dire que une collectivité aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais c'est le cas depuis 2021 de mémoire, peut porter ses propres campagnes de financement participatif pour des projets d'intérêt général et peut même éditer des reçus fiscaux pardon, pour ses contributeurs pour des projets divers et variés. En tout cas, c'est une possibilité aussi pour les collectivités les plus avancées de porter ses propres campagnes pour ces projets en général et agroécologie en particulier. Donc, si on zoome maintenant sur la partie créateur de campagne, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un peu un entre-deux entre le promoteur et le porteur de ses propres campagnes, et qui me paraît un excellent compromis d'ensemble. Et je vais illustrer ça avec ce qu'on a fait pour la ville de Paris et le programme Je nourris mon territoire. C'est avec la ville de Paris, ce qu'on a fait, c'est que euh, cette ville est très avancée sur les sujets de transition, d'agroécologie, etc. Mais ils n'ont pas de foncier. Deux, leur truc, c'est pas forcément de monter des fermes, comme ça peut être dans certaines collectivités où on voit beaucoup de collectivités qui, par exemple, cherchent du foncier pour soit installer leurs propres salariés agricoles dessus, soit pour trouver des porteurs de projets sur ce foncier-là. C'est pas du tout l'esprit de la ville de Paris, mais eux, ils ont plutôt tendance à se dire, sur mon territoire proche, en Île-de-France, je sais qu'il y a des fermes qui existent, j'aimerais les soutenir et j'aimerais soutenir celles qui nourrissent mes citoyens. Et donc, c'est dans ce cahier des charges qu'on a co-construit avec la ville de Paris, c'est de se dire, bah, moi, en tant que ville de Paris, je veux pouvoir soutenir des fermes en agroécologie qui sont sur le territoire francilien et qui nourrissent mes citoyens
par exemple, soit dans des AMAP parisiennes, soit qui viennent tous les dimanches au marché du Coin dans Paris, en restauration, distribuent qui fournissent mes restaurants, etc. Et du coup, on allait sourcer pour eux donc une dizaine de fermes pour monter une campagne de financement participatif avec chacun de ces 11 fermes exactement. Et donc, à chaque fois que 1 euro était levé par les citoyens sur ces campagnes de financement participatif, alors la ville de Paris abondait d'1 euro dans une logique de consolidation de sa ceinture maraîchère et agricole. On a eu des maraîchers, des éleveurs, des arboriculteurs, on a eu toutes sortes de, de projets. La ville de Paris voyait là déjà un axe de développement économique et de consolidation de ce qui existe déjà, mais aussi et peut-être même surtout un axe de communication et d'engagement citoyen. Pour les collectivités, c'est souvent difficile d'embarquer les gens sur un projet et de montrer ce qui est fait par la collectivité. Et donc c'était une façon, presque un prétexte de communication qui était hyper fort pour eux, pour se dire, bah, voilà ce qu'on fait, voilà la concrétisation de nos politiques euh, d'investissement en matière d'agroécologie. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tenu dans les temps. Merci, à la fois merci de votre présence et merci d'être si nombreux pour ces sujets-là qui nous passionnent, qui sont assez clés de bien manger correctement. Et donc, merci de votre présence à tous. Et donc, maintenant, je crois que c'est la session de questions-réponses. Charles, tu me dis si C'est c'est bien ça, ça. c'est ça, Guillaume. Merci à toi pour la présentation. Donc 15 minutes, c'est déjà bravo pour la tenue du timing, parce que c'est pile poil 15 minutes, mais ça peut paraître un peu court. Donc j'imagine que peut-être parmi les participants, il y a des questions, des choses que vous souhaiteriez que Guillaume approfondisse? Vous J'espère en pouvez tout aussi cas. demander si c'est vraiment moi sur le tracteur. Et oui, c'est moi sur le tracteur, il y a quelques Ah, années, euh, dans le champ de mon grand-père. ça rajoute une backstory, à l'image. Donc effectivement, est-ce qu'il y a parmi, les participantes, participants des questions sur cette présentation? Donc Bluebees fonctionne effectivement essentiellement en dons, mais il y a effectivement toute une partie d'accompagnement là qui a été citée, qui a été citée. Est-ce qu'au-delà, moi j'ai peut-être une première question pour lancer. Est-ce qu'au-delà de l'exemple parisien, Guillaume, avec Je nourris Paris, est-ce qu'il y a d'autres collectivités qui sont lancées dans ce type de démarche? Sur une démarche un peu similaire, on a par exemple avec la ville de Tours, on a participé à la végétalisation d'une cour d'école. Ça aussi, c'est un sujet qui est très d'actualité. Comment on désartificialise, on débitumise. C'est compliqué, on va Mmh. dire. Et du coup, il y a beaucoup de projets de végétalisation de cours d'école. Dès lors que les équipes pédagogiques sont très moteurs là-dessus, ça peut faire de beaux succès. Notamment, euh, c'est des projets qui peuvent paraître, entre guillemets, assez simples. Oui, c'est hyper chouette de remplacer du goudron par des arbres et des, et un parc de jeux. Mais parfois, c'est pas si facile que ça à faire passer ce schéma. Et donc, d'avoir une campagne de financement participatif qui, encore une fois, donne un prétexte de communication pour parler du projet, qu'est-ce qu'on va faire, comment, etc. Au-delà de l'aspect complément de financement, parce que on parlait de 5 10 000 euros dans le meilleur des cas sur des projets qui, parfois, y compris s'ils sont très bien financés, peuvent avoir des restes à charge de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la collectivité. Donc, ce n'est pas tant l'aspect cofinancement, même s'il est important, que l'aspect, encore une fois, communication autour d'un Implication. projet et embarquer les gens sur un projet. Donc, voilà, c'est un autre exemple de ce qu'on peut Merci faire Guillaume. au niveau des collectivités. Alors il y a Barbara qui a levé la main et il y aura une question ensuite d'Alexia qui est dans le chat. Vas-y Barbara.
Oui, merci. Oui, j'avais une question par rapport au rôle des collectivités quand vous parliez de porteurs. Donc, si j'ai bien compris, les collectivités peuvent aussi porter, du coup, enfin, peuvent en fait candidater, enfin, je sais pas comment on dit, mais à ce financement aussi participatif, mais dans quelle mesure? Et est-ce que c'est pour, du coup, des projets de, acteurs privés? Enfin, comment ça se passe si jamais des collectivités veulent candidater. Et oui, juste pour enfin, me présenter, je suis chargée de mission PAT dans une collectivité territoriale en Alsace. Et, et je me permets d'ajouter la question d'Alexia qui est un peu similaire. Donc Alexia qui est de PQNA, qui remerciait pour la présentation claire et qui demandait justement des précisions sur la partie porteur de ses propres campagnes. Donc, je pense que c'est complémentaire à ce que dit Barbara. Ok, ça marche. Alors sur la partie porteur de ses propres campagnes, ce que j'entends par là, c'est quelle est la personne morale ou la personne physique qui va être destinataire des fonds et qui va porter la campagne au sens économique du terme. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple que je prenais de Je nourris Paris, la ville de Paris était uniquement une personne morale qui allait abonder sur des campagnes au même titre que vous et moi qui auraient pu abonder sur la campagne parce qu'on trouvait la campagne chouette. Reste que l'argent in fine était destiné à chacune des fermes qui avait son propre projet pour acheter un nouveau frigo, changer son réseau d'irrigation, etc. Donc, donc là, sur l'exemple de la ville de Paris, c'était plutôt dans un exemple de, de créateurs de fermes de campagnes dans le territoire, c'est-à-dire que c'est des campagnes qui n'existaient pas et on est allé les chercher, on est allé les créer, c'est ce que j'entendais par créateur de campagne. Et pour l'exemple, pour la partie porteur de campagne, ce que j'entends par là, c'est que en tant que collectivité, on a tout à fait le droit de monter une campagne de financement participatif pour recueillir l'argent de la foule, de particuliers, pour des projets d'intérêt général. Par exemple, on parlait tout à l'heure de je suis une collectivité et je veux embarquer les gens sur un projet de création de régie municipale. Bah, ça va être un long projet étalé sur plusieurs années. Bah, vous pouvez monter peu à peu des campagnes de financement participatif pour, je dis n'importe quoi, aider à l'acquisition du matériel sur le foncier que je viens de trouver, aider à la création de la boutique de vente directe qui va être sur la ferme, voilà, au même titre que n'importe quelle autre personne morale euh, peut le faire. Donc, c'est ce que j'entendais par porteur de ses propres campagnes. Donc, c'est le destinataire des fonds. Et on peut le faire avec une contrepartie euh, pour proposer à ses citoyens un reçu fiscal dès lors que c'est un projet d'intérêt général. Mais il y a assez peu je vois assez peu de projets de collectivités qui ne seraient pas d'intérêt général et donc éligibles à ce reçu fiscal. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question particulièrement. Je pense que Barbara a l'air oui, d'acquiescer. ça vous va, Barbara? Super. Oui, j'aimerais bien avoir quelques exemples du coup de projets d'intérêt général. Qu'est-ce que vous entendez du coup par là? Dans quelle mesure ça Euh, rentre, les projets rentrent là-dedans? Par exemple, j'assistais récemment à un webinaire sur les collectivités là-dessus, et il y a une campagne qui a fait beaucoup de bruit sur du prêt, où c'était la métropole de Brest qui a levé 1 million d'euros en prêt pour son réseau de tramway. Euh, et donc, elle a porté cette campagne, donc c'est pour son réseau de transport en commun. Hmm. Voilà un Pe- exemple de campagne euh, possible. Peut-être aussi pour aller plus loin, est-ce que, parce que dans des collectivités, il n'y a pas toujours l'ingénierie juridique euh, ou financière qui peut y avoir dans des métropoles, etc. Est-ce que vous, au niveau de Bluebees, quand il y a une collectivité qui s'adresse à vous et qui porte un projet, vous l'accompagnez? Enfin, il y a quelque chose, vous avez un process d'accompagnement ou c'est juste validé sur la plateforme? Enfin, Ouais, merci de poser la question, effectivement, parce que
C'est une bonne question et c'est ce qui nous différencie des plateformes généralistes dont tu parlais tout à l'heure, où, en fait, et c'est bien pour ça qu'on est inclus dans Fin d'avenir, c'est-à-dire que à la fin, il y a des vraies personnes qui vous parlent, et qui gèrent le projet avec vous. Et donc, c'est pas vous remplissez un formulaire, clic-clic, et votre campagne est en ligne, quoi. C'est pas une cagnotte Litchi, hein. C'est vraiment sur une gestion de projet globale sur lequel on vous accompagne pour vous dire, ben, au vu de votre budget, vos ressources en interne, voilà, il faut plutôt aller comme ça, comme si, monter le truc comme ça, ne pas y aller parce que vous n'êtes pas prêt, mais on se reparle dans 6 mois quand vous aurez fait tel ou tel devoir à la maison. Donc c'est vraiment comme ça qu'on envisage la chose, parce qu'effectivement, c'est un vrai projet et le financement participatif, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg par rapport à tout le projet de communication qui peut avoir autour. Et ça serait vraiment trop dommage de passer à côté. Mmh. Alors une question, enfin 2 questions de Stéphanie. Une, plutôt sur, où est-ce qu'on peut trouver les conditions requises, sur le site internet? Donc peut-être, s'il y a moyen de faire suivre dans le chat, un lien ou des choses qui permettent, d'en savoir un peu plus. Et puis, je fais le lien avec la deuxième question qui sera peut-être une transition s'il n'y a pas d'autres, interrogations, dans le chat. Mais il y a une question sur, est-ce que pour un porteur de projet en agroécologie orienté, au vin, est-ce que Bluebees peut accompagner sur la formule capital, même si j'ai bien compris que vous étiez davantage sur le don? Et auquel cas, comment sont définis les seuils? Oui. Alors, je vois le temps qui passe et je pense à Pierre qui doit aussi partir à 10 heures. Donc, réponse très rapide. Sur élevage au vin, on est tout à fait capé pour partager, mais pas en capital. Ça va être chez Pierre. Nous, on est plutôt sur le don. Parce qu'en fait, le financement participatif, c'est une profession très réglementée. On est réglementé par l'AMF, la CPR, enfin, plein de gens en cravate très brillants. Et du coup, on est à chaque fois sur des instruments financiers particuliers. Et nous, on est vraiment focus sur le don particulièrement, là où l'État va pouvoir vous parler euh, notamment du capital. Euh, et sur les conditions requises, envoyez-moi un mail et on se parle et on parlera des conditions. Oui, oui, sachant Effectivement, c'est qu'on une bonne condition. tout à fait, c'est une bonne transition et je rajoute juste une brique en disant que, les supports d'aujourd'hui avec notamment les contacts, vont vous être transférés si vous êtes bien inscrit, sur le Google Form et que vous avez reçu le lien, de cette façon-là. Sinon n'hésitez pas à laisser vos coordonnées dans le chat, comme ça moi je vous ajouterai dans la boucle d'envoi, à l'issue et effectivement je pense que c'est une bonne, transition pour Pierre, que je vais laisser, merci beaucoup encore, hein, Guillaume, si on n'a pas trop l'occasion de se dire au revoir avant 10 heures, pour la Parfait. présentation de Bluebees et d'avoir, assuré. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir Guillaume. Donc Pierre, je laisse prendre la main sur le Ouais. partage d'écran. Parfait. Bonjour à tous. Merci Charles pour l'invitation et merci à tous d'être présents et intéressés par ces sujets. Je crois que je dois juste attendre que Guillaume Ah, peut-être faut-il que Guillaume se puisse mettre le mien. Hop. Tac. Alors, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? malheureusement non, désolé Pierre. Je recommence. Les joies de la technique. Il y a pas de souci. Hum, Je peux essayer de meubler pendant, hein, c'est faire des petites ouais, animations. ouais, non, je vais vite réussir. Alors, en plus, je ne t'ai pas envoyé ma présentation, donc tu ne peux pas la partager Non, à la place. je peux pas prendre le backup, désolé. Non, 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 mais ouais, je vais y arriver.
Ou sinon, si c'est vraiment un problème technique, on peut, enfin, il est possible de me l'envoyer, puis dans 2 minutes, je l'ouvre, mais Ouais, commencer sans support. je vais faire ça, parce que comme je suis sur le navigateur, je crois que c'est ça qui bloque. Oui, ça doit être complet. Tac, je te l'envoie. Désolé pour le petit délai. On aurait dû tester avant. Ça marchait pour les autres, mais moi, je n'ai pas testé. Il n'y a pas de souci. Tac. La foule ne semble pas baisser les doigts comme au cirque, ça va. Ça va, il ne trépigne pas d'impatience. Parfait, bah, je te l'envoie par Voilà. mail. Bon, Voilà. n'hésite pas à commencer en tout cas Ouais, et ouais, à te carrément. présenter. Voilà. Tout à fait. Et ben merci donc à tous. Effectivement, on passe sur une modalité un peu différente du financement participatif. Comme l'a rappelé Charles, c'est vrai que quand on parle de financement participatif, il y a pas mal ça recouvre pas mal d'aspects différents et de modalités d'intervention différentes. Donc moi, ce que je représente avec l'ITA.co, c'est donc de l'investissement. Donc effectivement, ça fait bien le pont avec la question sur le capital tout à l'heure, puisque nous, le point de départ de l'ITA.co il y a 10 ans, c'était de dire on permet aux citoyens, à partir de 100 euros, de placer leur épargne dans l'économie réelle, et une économie réelle qui ait un sens, un impact environnemental ou social. Donc ça veut dire à la fois, en effet, sélectionner des projets qui sont sur des thématiques de transition écologique et sociale, et notamment l'agriculture. Mais ça veut dire aussi pour nous, quand on parle d'épargne, c'est sélectionner des projets qui nous semblent pertinents aussi d'un point de vue financier, puisque l'enjeu à la fin, c'est aussi que les investisseurs puissent un jour récupérer leur argent et qu'il y ait malgré tout une rémunération de leur investissement qui correspond à la prise de risque. Donc effectivement, on est sur quelque chose d'assez différent du don nécessairement, avec aussi du coup des envergures un peu différentes. Voilà, les toutes premières slides, je pense qu'on peut les passer rapidement. Donc voilà, pour vous rappeler que c'est vraiment cet enjeu-là d'au-delà du financement, c'est aussi finalement l'ITA.co, on est porté notamment par notre présidente cofondatrice qui est assez médiatisée dans l'univers de l'économie sociale et solidaire, qui fut un temps était d'ailleurs présidente du MEDEF des entreprises à impact. Et donc, on est de manière générale, finalement, on essaie d'être à l'avant-garde d'une manière aussi de repenser notre système financier et la manière dont l'épargne est gérée, pour faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier davantage l'économie réelle via leur épargne. Et c'est en même temps, finalement, une occasion pour des porteurs de projets sur des thématiques à impact de lever de l'argent de manière différente et avec un sens aussi plus important, finalement, qui est mis derrière l'argent que ces entreprises peuvent récupérer. Donc voilà, en 10 ans, sur la slide suivante, effectivement, donc on a levé un peu plus de 150 millions d'euros. On a une communauté de 130 000 personnes un petit peu partout en France. Donc effectivement, on investit partout en France. On a à cœur effectivement d'être au plus près des territoires. Alors nous, on a une grosse partie de l'équipe, contrairement à Bobis qui est à Paris. Moi, en l'occurrence, j'ai la chance d'être basé à Metz, dans le Grand Est du coup. Mais voilà, on a depuis toujours beaucoup d'investissements qui sont réalisés partout en France. Et donc, ça représente effectivement environ 300 entreprises. Et donc, en termes de thématiques, effectivement, comme disait Charles tout à l'heure, nous, on est généraliste, c'est-à-dire que notre prisme, c'est avant tout l'impact. Donc, l'impact, on va le trouver dans plein de secteurs d'activité différents. Donc, effectivement, l'agriculture et l'alimentation, mais aussi, je vous ai mis un peu la liste, on est sur thématiques énergétiques, industrielles, économie circulaire, nouveaux matériaux, tout ce qui est biens, services de consommation, le textile, l'économie de la fonctionnalité, une partie d'immobilier aussi, une partie d'éducation, de santé. Sur la partie agriculture et alimentation qui nous intéresse le plus aujourd'hui, pour nous, c'est évidemment un enjeu très important, puisque on sait tous à quel point nos pratiques agricoles et nos régimes alimentaires ont un impact fort en termes de carbone, de biodiversité, et puis même sociétal sur le partage de la valeur, sur la chaîne de valeur, en termes de résilience et de santé aussi publique.
Donc clairement, c'est un enjeu prioritaire pour nous de pouvoir financer des entreprises qui s'inscrivent sur des modes d'action différents. Donc en 10 ans, effectivement, on a financé 26 entreprises, enfin, du moins ça c'était à fin 2023. Je n'ai pas actualisé sur début 2024, mais voilà, 26 entreprises, 16 millions d'euros levés. Et donc je vous ai remis un petit peu les thématiques ici qui plus concrètement qui nous animent. Donc effectivement, c'est toutes les questions de changer, d'insuffler des changements de mode de production, d'aller effectivement vers l'agriculture biologique, mais comme le disait Guillaume tout à l'heure, on ne peut pas s'arrêter à l'agriculture biologique parce qu'il y a un champ des possibles encore plus important en termes de santé des sols, de biodiversité. Donc c'est de l'agroécologie, c'est de l'agriculture régénératrice, ce genre de choses. En tout cas, c'est un changement de paradigme dans la manière de produire. C'est aussi donc la reterritorialisation de la chaîne agroalimentaire. Et là, typiquement, je pense que les pouvoirs publics, effectivement, via les PAT notamment, ont un rôle à jouer pour équiper les territoires en infrastructures qui permettent de nourrir le territoire en circuit court, en boucle locale. Donc là-dessus aussi, on est assez convaincu qu'il y a un enjeu important et donc des financements à flécher. C'est aussi effectivement soutenir des nouvelles filières, donc filières végétales, notamment tout ce qui est légumineuses, protéagineuses, etc. Et derrière ça, c'est aussi sur le territoire financer des infrastructures qui permettent de traiter ces différentes filières, parce qu'il y a évidemment des enjeux liés aussi à des modes de production un peu différents, alternatifs, qui demandent d'investir sur des équipements. Et ça, là aussi, je pense qu'il y a un rôle des PAT de s'inscrire dans ces démarches-là, puisque les agriculteurs, parfois, peuvent être forcément un peu limités aussi sur leur capacité d'investissement. Il y a une question aussi, évidemment, de répartition de la valeur en faveur des producteurs, qui va avec la thématique plus générale, je pense, des circuits courts et de réduire en effet le nombre d'intermédiaires qu'on peut avoir sur la chaîne de valeur. Et puis, il y a aussi une question au-delà pour les entreprises aujourd'hui qui sont sur la transformation ou la production agricole, de réfléchir à leur mode de production, de décarboner. Quand on est sur de la transformation agricole un peu lourde, il y a des choses à décarboner. Donc, c'est aussi des investissements pour lesquels on pense pouvoir être utile. Et donc, en effet, pour le rappeler, finalement, ces thématiques-là, elles s'appliquent à une diversité d'acteurs, tant donc des PME, des ETI qui peuvent être soit au niveau régional, soit au niveau national. Ça peut être des startups qui, effectivement, proposent des solutions innovantes, soit technologiques, soit de marque aussi, pour valoriser typiquement des débouchés, créer des débouchés sur les légumineuses, par exemple, sur la conversion vers l'agriculture biologique, ce genre de choses. Ça peut être des coopératives, donc les coopératives agricoles directement, ou des coopératives qui se montent sur des projets justement de transformation alimentaire. Et effectivement, via les collectivités aussi, ça peut être alors soit des SEM, donc les fameuses sociétés d'économie mixte, qui peuvent être montées justement pour aller financer des infrastructures soit de transformation, soit de deuxième transformation, soit de première transformation. Mais ça peut être aussi parfois, j'ai déjà vu le cas de coopératives qui sont montées justement avec une assez forte implication des pouvoirs publics. Donc voilà, ça veut dire que toutes ces thématiques-là, nous, on a à cœur de suivre les initiatives qui peuvent en émaner, et de voir aussi comment, suivant les acteurs qui les portent, on peut les soutenir. Voilà, c'était un peu le focus sur la partie alimentaire, agri-alimentaire. Peut-être de manière plus générale pour que vous puissiez comprendre justement nous en termes de critères, en termes d'instruments financiers, comment est-ce qu'on travaille. Donc comme je le disais, on est sur une diversité d'acteurs qu'on accompagne. Sur la gauche, vous pouvez voir qu'on est à la fois donc sur des entreprises assez jeunes, avec néanmoins quand même déjà un historique commercial qui permet malgré tout d'être confiant sur leur potentiel. On n'investit pas sur des feuilles blanches, mais ça peut être également donc des PME, voire des ETI. C'est généralement des entreprises, donc des sociétés commerciales classiques, j'ai envie de dire. Donc ça peut être aussi effectivement des sociétés d'économie, ça peut être des coopératives.
Et ensuite, en termes d'instruments financiers, et c'est là donc on se distingue effectivement de la partie don. Nous, on va sur des instruments donc, de financement, d'investissement. Le premier étant effectivement le capital. Donc ça veut dire effectivement prendre une participation au capital de l'entreprise. Donc ça, c'est le mode d'action, le mode de financement le plus classique, notamment pour les plus jeunes entreprises. Mais ça peut être également des obligations. Donc l'obligation, en fait, c'est la même chose techniquement, c'est un peu différent, mais dans l'esprit, c'est la même chose qu'un prêt. En tout cas, c'est une dette, donc remboursée avec un échéancier, avec des intérêts qui sont payés annuellement, semestriellement. Donc ça, c'est plutôt un mode de financement qui va s'adapter à des entreprises déjà plus matures, des PME, des ETI. Et puis, on fait également des titres participatifs qui sont un instrument de financement dédié aux coopératives, qui est à mi-chemin entre du capital et de la dette. Et on est donc sur des tickets d'investissement qui sont entre 300 000 et 5 millions d'euros, sur des durées en effet de 2 à 8 ans. Globalement, ce qu'on dit, c'est qu'on est du capital patient, parce que contrairement à d'autres investisseurs sur ce type de produit, l'enjeu aussi en tant qu'investisseur à impact, c'est de dire les projets souvent mettent plus de temps à se développer aussi parce qu'on souhaite faire les choses, on ne souhaite pas croître de manière désordonnée au péril de la mission de l'entreprise. Donc on est effectivement plutôt sur du capital patient. Voilà un peu pour les instruments et les critères. Rappeler aussi effectivement que le financement participatif, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une manière pour une entreprise, pour une organisation de s'engager de manière un peu différente en permettant à des citoyens, à partir de 100 € de s'associer aussi au projet. Donc finalement, c'est un mode d'engagement alternatif. Pour des collectivités, là aussi, finalement, c'est directement être en prise avec les citoyens du territoire, pouvoir leur donner une occasion de s'impliquer financièrement et d'avoir voix au chapitre, d'une certaine manière aussi, via leur épargne sur les projets. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort, effectivement, qui est utilisé, enfin, qui plaît aux entreprises qui se financent chez nous. Voilà. Et puis ensuite, donc, pour vous donner un peu une image globale des entreprises qu'on a pu financer, alors peut-être que certaines vous diront quelque chose. J'ai fait un zoom après sur des thématiques agricoles plus particulières, mais là, dans les grandes entreprises un peu que vous pourriez connaître, il y a, alors typiquement sur la partie alimentaire, on a Poiscaille, qui est un distributeur de poissons un peu alternatif. Non, j'étais encore sur la slide d'avant, désolé Charles. La Fourche, qui est également un distributeur de produits bio en ligne. Et puis vous avez donc plein d'autres acteurs qui sont dans des thématiques diverses et variées. Et plus concrètement, donc effectivement sur la partie alimentaire, j'ai mis là ici quelques exemples justement qui, je pense, peuvent être inspirants par rapport à des projets notamment sur les territoires au niveau des collectivités liés à des PAT, vous pouvez être en mesure de développer. Donc vous voyez qu'on a à la fois des projets plutôt orientés production sur des nouvelles filières, donc typiquement le cas de la Compagnie des Amandes qui relance la filière amande en France, qu'on a financé à plusieurs reprises. Jardine en Vie, qui est un producteur de semences paysannes, idem donc sur les territoires. Terra Alternative, qui est une coopérative de production engagée sur un mode agroécologique, pareil, donc en région Occitanie. Et puis sur la partie transformation, donc c'est là justement où je pense qu'on est encore plus en lien souvent avec des réflexions de PAT, parce que c'est souvent ces acteurs qui en fait ont des débouchés assez évidents et assez stratégiques, notamment sur de la restauration collective publique des écoles, des départements, etc. Donc, je vous ai remis l'exemple d'une conserverie qu'on a financée il y a 2 ans, d'un producteur de yaourt également qu'on a financé en Île-de-France il y a 2 ans, une légumerie qu'on est en train de financer actuellement, et une brasserie qui à la fois s'engage sur la partie insertion. Donc il y a aussi une dynamique sociétale d'emploi local. Donc voilà, pour vous donner un peu des exemples aussi qui peuvent être ceux de projets sur lesquels vous travaillez. Et
Et puis, je vous ai aussi remis, puisqu'on est quand même dans le Grand Est, sur la slide suivante, je vous ai remis quelques exemples aussi d'entreprises qu'on a financées sur le territoire. Donc, un acteur dont le siège social est dans le Grand Est, qui est le groupe Valo, et puis quelques autres acteurs qui sont opérationnels, au sens où ils proposent des services sur le territoire, que peut-être vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, notamment pour ceux qui sont à Strasbourg, à Nancy ou à Metz. Voilà. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes sur notre mode d'intervention. Dans la suite des slides, comme vous l'aurez en libre accès, je vous ai mis quelques informations sur comment concrètement ça se passe en termes de qu'est-ce que concrètement une campagne sur l'ITA, pour avoir un peu les étapes clés. Mais je pense que l'idée aujourd'hui, c'était déjà de vous présenter la philosophie globale, et puis la manière d'intervenir en effet sur les projets que vous pourriez avoir. Merci Pierre. Et effectivement, comme il reste 3-4 minutes, 3 minutes avant 10 heures, Je peux déborder un tout petit peu, hein. ça marche. Bon, donc on va pouvoir passer aux questions, je pense, si les gens souhaitent approfondir des éléments. Alors moi, je vais commencer comme ça, je mets l'eau au moulin. J'ai vu effectivement dans la présentation des chiffres théoriques, c'est à partir de 300 000 euros. Mais dans certains des projets qui étaient évoqués, on voyait que l'apport était peut-être inférieur. J'ai cru voir 160 000 ou 200 000. Est-ce que c'est que pour les gros projets à partir de 300 000 ou il y a quand même voilà, des marges de discussion? Non, effectivement, il y a un petit peu de flexibilité. Après, on a des projets qu'on a financés il y a quelques années pour lesquels le seuil était un petit peu plus faible. Mais effectivement, la logique pour nous, c'est plutôt quand même d'aller sur des projets qui ont déjà une certaine envergure. Donc, c'est sûr que ça peut des projets qui sont encore jeunes, qui ont encore besoin de maturer. Souvent, ils n'ont pas immédiatement des besoins aussi importants, hein, c'est clair. Ça nécessite un peu d'atteindre déjà un premier palier de taille critique. Mais après, en effet, on est quand même, on est là aussi avant tout pour l'impact. Donc, si un projet nous plaît, même sur un ticket de financement un peu inférieur, on est en capacité de s'y intéresser. D'accord, merci. Est-ce que parmi les participants, ça évoque des questions, des réflexions? Est-ce que ça peut peut-être vous inspirer? Parce que je sais que sur certains territoires, les questions d'outils de transformation ou de tri de légumineuses, c'est des sujets. J'en profite pour dire au revoir à Guillaume. Non, ça n'évoque rien dans le chat ou parmi les questions. Alors, Stéphanie. Oui, effectivement. Alors, Stéphanie, s'il a envie de prendre le micro, hein, il y a pas de souci. Mais c'était pour souligner que les niveaux de financement étaient peut-être vraiment pour des projets matures. Alors oui, mature, oui et non, puisque on parlait effectivement de projets d'infrastructure. Euh, donc un projet d'infrastructure, dès lors qu'on parle d'unité de tri, d'unité de transformation, on peut quand même assez rapidement. Alors c'est sûr qu'il y a une phase comment dire, de preuve de concept, de démonstrateur, qui va justement plutôt être financé soit en dons, soit sur de la subvention publique. Nous, on intervient en effet plutôt sur une deuxième phase de début de passage à l'échelle, dès lors que on commence à avoir besoin d'un peu plus d'argent pour en effet développer davantage les équipements, recruter des équipes, etc. Donc c'est sûr que, encore une fois, on est plutôt sur une deuxième phase qu'une première phase, euh, mais dans le cadre de projets qui peuvent, voilà, on est sollicité quand même assez régulièrement sur un certain nombre de sujets pour des acteurs qui, en effet, ont déjà quelque chose de bien en place, mais qui ont ce souci de pouvoir passer à l'échelle
et répondre à une demande de plus en plus forte, liée notamment à la loi Egalim ou aux questions de résilience alimentaire. Moi, j'ai une petite question complémentaire sur, du coup, sur ces soutiens. C'est des taux qui sont de quel ordre? Je ne crois pas qu'ils avaient été affichés. Enfin, il y a, Ouais. voilà, Oui, alors on la est sur situation. des... Ouais, ouais, très bonne question. On est au global sur des taux entre 7 et 10% sur la partie dette, qui correspondent à des taux à des taux de marché assez classiques qu'on peut avoir. Enfin, il y a quand même un décrochage, on va dire, lié au fait qu'on est sur des projets impact. Aussi parce qu'on est sur des formes de financement qui sont malgré tout assez risquées, hein, puisque, encore une fois, on est sur des initiatives, alors certes avec un certain niveau de maturité par rapport à des projets qui viennent de se lancer, mais pour lesquels il y a encore des gros risques liés à la bonne exécution. Et surtout, on est sur des financements qui sont flexibles. C'est-à-dire qu'en termes comparé à une banque, en fait, c'est ça l'atout, on va dire, de ce type de financement, c'est qu'on est très complémentaire de ce que peut financer la banque, qui va demander des garanties particulières, qui va devoir asseoir son financement sur des choses très tangibles, là où nous, on a une capacité à financer davantage la prise de risque de la société qu'on finance. Mais effectivement, avec un profil du coup de risque et de rémunération qui doit être nécessairement adapté. Ça, c'est sur la partie dette. Et après, sur la partie capital, il n'y a pas il n'y a pas d'exigence ferme, on va dire, de rentabilité. L'enjeu pour nous, c'est de sécuriser quand même que, ben, effectivement, à un moment donné, les investisseurs puissent retrouver leur argent, puisque c'est aussi ça qui fait qu'ils viennent chez nous et puis qu'ils peuvent continuer à nous confier de l'argent et que cet argent puisse être employé pour développer des initiatives vertueuses. Donc évidemment, on est peut-être que je vais paraître pour un financier, alors qu'on est, enfin, on est des financiers, mais on est surtout des financiers impact, mais comparé notamment à ce qu'on peut faire en don. Mais clairement, on a quand même une exigence de pouvoir avoir quelque chose de crédible aussi sur le plan financier si on veut pouvoir finalement euh, flécher de l'épargne des citoyens vers ce type de projet. Non, c'est entendu. Et Paul, dans le chat, demande si justement il y a des liens avec les collectivités, les PAT, euh, voilà. Oui. Alors aujourd'hui plutôt indirectement, c'est-à-dire que c'est des projets qu'on finance qui effectivement sont, comme je le disais, euh, qui ont des liens assez étroits avec les collectivités parce qu'ils ils vendent derrière en restauration collective publique ou parce qu'effectivement ils s'inscrivent directement dans des PAT. On a eu quelques liens sur certaines initiatives. Je pense par exemple à la métropole de Dijon qui a une initiative assez forte sur une légumerie euh, et qui souhaite développer ensuite une conserverie sur son territoire, donc à terme qui sera porté par une coopérative. Voilà, après, c'est des liens effectivement qu'on cherche à développer davantage aussi. Aujourd'hui, on a plutôt été contacté directement par les porteurs de projets qui sont concernés par ces initiatives. Mais l'idée aussi, c'est que finalement, vous, travaillant sur des PAT, vous puissiez aussi éventuellement avoir en tête ces modalités de financement et si le cas se présente, pouvoir aussi orienter vers tel ou tel financeur dès lors que les projets commencent à nécessiter ce type de besoin de financement. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce il y a d'autres questions ou comme je suis aussi un peu gardien du temps, on, on passe à la suite? Alors juste aussi pour éclaircir sur ces sujets aussi, bah voilà, Euh, on a un panel d'acteurs qui va du don jusque à la prise au capital, avec des niveaux d'intervention qui peuvent être différents. Moi, dans l'organisation de ce webinaire, je me suis rapproché de pas mal d'acteurs. Donc j'ai un petit tableau que je commence à remplir sur un peu de benchmarking, on va dire ça comme ça. Donc, et sur certains projets, effectivement, bah, l'ITA a un niveau d'intervention
la marche est un peu trop haute pour vos projets, moi, je pourrais peut-être vous faire parvenir ce petit tableau, voir si d'autres acteurs correspondent plus, à des projets plus émergents, que vous avez identifiés. Heu, voilà, je dis pas ça du tout pour, heu, pour torpiller Pierre, hein. C'était vraiment pour dire il y a la Non, mais avec, complémentarité et bien tous sûr, les acteurs sont pas aujourd'hui totalement. autour de la table. Eh ben, merci à tous pour votre attention et puis au plaisir effectivement, si c'est pas à court terme, mais effectivement sur les projets qui sont développés, eh ben, on espère tous qu'ils puissent, à un moment donné, atteindre une certaine échelle. Donc voilà, je pense qu'on est, enfin nous notre objectif c'est d'être utile aussi, sur ces étapes de développement-là. Donc avec plaisir évidemment pour en discuter le moment venu. Merci beaucoup Pierre. Et je vous laisse sur ces paroles. Merci à tous, bonne journée et Bonne bonne journée. fin de webinaire. Au revoir, merci. Écoutez, je pense qu'on on va pouvoir, passer du coup à Françoise et Sandrine, Sandrine Garcia. Désolé tout à l'heure pour ne pas avoir eu le nom. Donc, vous avez vu donc deux modes de financement qui étaient plutôt, via des plateformes, voilà qui C'est bien aussi de un peu commencer par maintenant. technologiques et là on a effectivement Françoise et Sandrine qui vont nous parler du réseau des cigales, Grand Est. Je vous laisse donc qui est plutôt axé économie sociale et solidaire et sur des échelles, proches des territoires. Je pense qu'on peut dire ça comme ça pour vous définir. Françoise, je laisse la main. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'étais très intéressée par les interventions des deux précédentes personnes. Euh, Bien sûr, on n'est pas du tout sur le même, comment dire, sur le même schéma. Attendez, je vais essayer de sortir vos vignettes de là où je suis, parce que sinon, j'arrive pas à lire ce que je dois vous dire. Ce qui est embêtant quand même. On voit très bien en tout cas, nous de notre côté. Vous voyez. Bon, Oui, on va se débrouiller avec ça, c'est pas grave. J'avais réussi tout à l'heure, donc ça devrait normalement marcher. normalement les petites vignettes peuvent soit se déplacer, soit se réduire en cliquant sur Ouais. le petit trait, ouais. C'est ça, exactement. C'est pas un problème. Voilà, d'accord. Alors, je vais vous parler du réseau des cigales, en particulier du réseau des cigales Grand Est, puisque c'est en fait l'objet ici, en sachant que le réseau des cigales s'étend sur l'ensemble de la France. Ouais, et qu'actuellement, donc, en France, il y a 200, pas tout à fait 250 cigales qui réunissent 2500 cigaliers, comme on dit. Alors, en fait, une cigale, ça commence d'abord par un citoyen, des citoyens ordinaires, des gens qui ne sont pas forcément des gens riches, fortunés, des gens qui ne sont pas forcément habitués donc à gérer des patrimoines, mais qui sont désireux de donner du sens à leur épargne, même modeste, qui sont désireux de savoir où leur argent est investi directement et qui sont désireux de participer au développement économique local. Et donc, ils deviennent des cigaliers. Pourquoi ils deviennent des cigaliers? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ils créent une cigale. Alors, une cigale, c'est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. C'est donc un acronyme dont je vous ferai grâce parce que c'est pas ça qui est très, très intéressant dans cette affaire-là. Alors, une cigale, c'est quoi? Une cigale, déjà, c'est 5 à 20 personnes physiques. Alors, je dis physique et j'y tiens parce que dans une cigale, il ne peut pas y avoir de société, il ne peut pas y avoir d'organisme, ce sont des personnes physiques qui apportent de l'argent personnel dans cette affaire-là. 5 à 20 personnes. Les personnes-là s'engagent, elles créent une cigale qui est une indivision volontaire, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes mettent en commun leur épargne pour acheter ensemble un bien, c'est-à-dire en fait des participations à un capital d'entreprise, etc. Des gens qui s'engagent aussi sur 5 ans. Euh, c'est le principe effectivement donc des clubs d'investisseurs solidaires. On s'engage sur 5 ans, renouvelable éventuellement une fois. On peut s'engager sur 10. Et une cigale, c'est aussi des personnes qui ont décidé, enfin qui par nature respectent la loi,
parce qu'en fait, donc c'est la loi sur les indivisions, sur les clubs d'investisseurs qui s'applique, parce qu'en fait, une cigale, c'est pas en fait un paradis fiscal, hein, donc en fait, on respecte la loi, et aussi respecter la charte des cigales, qui dit ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec l'argent qu'on a récolté dans le cadre de la cigale. Par exemple, on ne peut pas faire de dons. Dans ce cadre-là, ça n'est pas possible. Donc, on ne peut faire que effectivement des investissements, et on doit récupérer finalement au bout du compte la mise. Dans le fonctionnement d'une cigale, deux choses importantes. La première, c'est que toutes les décisions sont prises démocratiquement, une personne, une voix, quel que soit l'argent qu'on peut mettre effectivement dans les cigales. Ces décisions démocratiques, elles touchent tout, le fonctionnement de la cigale, les investissements, tout ce qui touche à la cigale elle-même. Et deuxième point, les cigales sont autonomes dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que, en fait, les cigales sont regroupées dans une association régionale, puis dans une fédération nationale, mais en aucun cas, ni la fédération nationale, ni l'association régionale ne se donnent le droit de regard sur les décisions qui sont prises donc dans le cadre de la cigale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la cigale? Eh bien sûr, l'objet, c'est de mettre en commun de l'épargne. Et vous voyez, la moyenne de l'épargne mensuelle qui est donnée par les cigaliers, c'est 20 à 50 euros par cigalier. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, les cigaliers ne sont pas forcément des gens fortunés. Et voilà. Et en plus, par la loi, il y a un montant qu'on ne peut pas dépasser en tant qu'apport personnel sur la cigale, qui est de l'ordre de 5 000 euros par an. L'épargne moyenne, donc, quand on fait le calcul, grosso modo, est de 4 500 euros par an et par club. Donc, ce sont des petits montants, hein, donc, vous voyez, donc, on n'a pas, on n'est pas du tout dans la même, comment dire, on ne travaille pas du tout dans le même ordre de grandeur que ce que vous avez vu tout à l'heure, bien évidemment. Hein, voilà. Alors, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on appelle, nous, un accompagnement citoyen. C'est quoi un accompagnement citoyen? C'est qu'on décide d'investir sans intermédiaire, c'est-à-dire c'est un investissement direct, de la main à la main. Hein. Je ne vais pas dire de la poche à la poche, entre guillemets, parce que ça fait un petit peu justement pas trop respectueux de la loi, mais de la main à la main, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout d'intermédiaire. C'est l'argent du cigalier qui va directement hein, dans l'investissement. Et deuxième point, sans recherche de profit à tout prix. Ça, c'est vraiment la caractéristique, effectivement, de cet accompagnement citoyen dans les cigales. C'est la recherche, c'est qu'on ne recherche pas le profit à tout prix. Ça peut arriver qu'on ait un profit, mais on ne le recherche pas, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le développement local et les autres éléments. Comment on investit l'argent qu'on a mis en commun? On l'investit sous trois formes. D'une part, participation au capital des entreprises qu'on va financer, avec éventuellement un apport en compte courant pour compléter, l'apport aux associations et les prêts personnels d'honneur pour des porteurs de projets qui sont isolés, hein, donc qui n'ont pas forcément un statut juridique qui permettrait effectivement de rentrer au capital. Combien d'investissements? Quels sont les niveaux d'investissement? Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. On investit entre 100 et 5 000 euros dans un projet. C'est une moyenne, hein, on peut monter un petit peu au-dessus. On est libre de choisir de monter au-dessus si on a effectivement les moyens financiers pour le faire dans la cigale. Mais par ailleurs, plusieurs cigales peuvent investir ensemble sur un projet. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Et à ce moment-là, effectivement, les montants sont beaucoup plus importants. Parce que la caractéristique des cigales, c'est qu'elles n'ont pas, comment dire, elles n'ont pas de territoire dédié. Même si elles choisissent un territoire pour intervenir, elles n'ont pas de territoire dédié, donc elles peuvent se mettre à plusieurs pour investir sur un même projet. Et cet accompagnement, il est citoyen. Pourquoi on dit citoyen? Parce qu'en fait, on fait plus que simplement donc, participer au capital et prêter de l'argent. Cet argent-là, déjà, il va crédibiliser un projet, en particulier les projets de petite taille, qui sont des projets que nous visons
particulièrement, mais que nous intégrons effectivement dans les possibilités pour nous de les financer. Donc, ça va permettre de crédibiliser ce projet vis-à-vis donc d'autres soutiens financiers, donc amorcer d'autres soutiens financiers vis-à-vis d'autres partenaires, et ça permet aussi de rompre l'isolement du chef d'entreprise, d'une part, de l'entreprise, et de mettre en réseau, c'est-à-dire en fait de permettre à cette entreprise comment dire, de solidifier en fait son socle pour pouvoir effectivement se développer ensuite à travers tous ces éléments-là, et en particulier à travers le réseau que nous pouvons mettre à disposition, puisqu'en fait on est en lien avec énormément de structures, donc à travers les cigales et évidemment à l'extérieur. Alors, les entreprises soutenues à travers cet argent-là, que sont-elles? Alors, d'une part, elles sont locales. Alors, on dit qu'on n'a pas de territoire dédié, mais on préfère, nous, investir dans une entreprise qui sont proches de chez nous, dans une entreprise qui est proche de chez nous, parce que, justement, cet accompagnement qu'on fait de cette entreprise, il est simplifié du fait que, effectivement, donc, on est sur notre territoire quand on est dans une cigale et qu'on investit sur un projet. Deuxième élément, alors celui-là, il est tout à fait incontournable, ces entreprises-là ne sont pas forcément des entreprises dédiées à l'économie sociale et solidaire, mais il faut qu'elles apportent, et c'est ce qu'on regarde, nous, en premier, quand on étudie un projet, elles apportent une plus-value sociale, écologique, culturelle, de développement durable. Bon, on est vraiment quand même dans la plus-value économie sociale et solidaire. Bien évidemment, on examine aussi si le projet est viable. Évidemment, c'est le nerf de la guerre, hein, certainement. Mais à travers tout ça, on est capable d'intervenir dans toutes les activités et dans tous les statuts. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'est pas arrêté, effectivement, par tel ou tel. C'est pas fermé, si vous voulez, comme géométrie des entreprises soutenues par les cigales. Alors, pour illustrer ça, je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, la grange paysanne. Alors, ces trois exemples que j'ai choisis, bien évidemment, dans le domaine de l'agroalimentation, parce que voilà, ça permet d'illustrer effectivement ce qu'on fait. Alors, la grange paysanne, c'est en fait un marché de producteurs locaux et bio implanté dans un petit village. Et attendez, je vais descendre un petit peu parce que je trouve qu'on ne voit pas trop. Voilà. Oh, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. C'est un marché de producteurs donc locaux et bio qui sont implantés dans un petit village et qui sont très éloignés des centres commerciaux ou des villes et donc qui drainent en fait et les producteurs et les consommateurs donc qui sont autour mais qui sont très très dispersés dans différents petits villages. La grange paysanne est installée dans un village qui fait 250 habitants, donc c'est pas très très. Et ce projet a été financé par une cigale, la cigale solidaire, qui est l'unique cigale qu'on trouve en Meuse, et cette cigale a apporté au capital de la grange paysanne 5 000 euros. Ce projet-là, il a été présenté à la cigale par la comité de communes, donc locale, parce que donc, le porteur du projet s'était adressé à la comité de communes pour savoir un petit peu comment faire l'effort, et elle leur a dit finalement, ça serait intéressant que vous vous rapprochiez effectivement de la cigale, et la Codecom, donc de notre coin, je dis notre coin parce qu'en fait, la cigale de Meuse, c'était moi qui étais gérante. Hein, ça, je la connais bien, cette histoire-là. Et donc, la Codecom, elle est d'ailleurs actionnaire de la société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée sur ce projet de la grange paysanne. Non seulement elle est actionnaire, mais en plus, elle a financé, hors de son actionnariat, et elle a financé effectivement des investissements de la grange paysanne. Alors, à partir de là, ce projet qui a été présenté à la cigale, plusieurs cigaliers se sont intéressés à ce projet-là, même avant sa création, parce qu'ils étaient convaincus de sa nécessité pour le territoire. Et donc, ils ont participé à tout, mais sans jamais s'ingérer dans les décisions de l'équipe portant le projet. Ça, c'est la particularité, effectivement, de nos financements, comme d'autres, mais c'est qu'on n'intervient pas dans les décisions de l'équipe qui porte le projet. Et puis, petite note, ce sont les producteurs qui tiennent les magasins, mais en fait, l'impact collatéral sur leur propre production est important, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé, tous ces producteurs-là ont pu développer effectivement leur activité avec
ce point de commercialisation supplémentaire, effectivement, qui était donc logé à cet endroit-là. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est le fermier d'ici. Alors, c'est plus un projet, c'est une entreprise, bien évidemment. La Grange Paysanne aussi est une entreprise. Alors, l'entreprise, c'est en fait un traiteur qui travaille uniquement à partir de produits bio du territoire lorrain, terroir lorrain, même, sans intermédiaire et orienté zéro déchet. Cette entreprise a été créée sous forme d'une SARL il y a 5 ans. Elle est devenue donc une SIC et aujourd'hui elle emploie 10 salariés. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que en fait, il y a 5 cigales en Meurthe-et-Moselle qui ont investi dans ce projet-là et que du coup, l'apport au capital, il a été supérieur à 20 000 euros. Alors, 20 000 euros, vous allez me dire, c'est peu par rapport effectivement à des projets qu'on a vus de 160 000 ou 300 000 euros. Mais là, ça a vraiment permis à cette entreprise de petite taille, quand même, 10 salariés, c'est pas forcément très grand, mais de se consolider, de se développer et d'apporter effectivement un vrai service dans la Meurthe-et-Moselle, hein, puisque c'est dans la Meurthe-et-Moselle que ça se passe. Et outre le soutien financier pour consolider le démarrage, les clubs ont apporté un accompagnement moral notable. Alors, je voulais souligner aussi, y compris du soutien très pratico-pratique. Vous voyez, le soutien pratico-pratique, c'est venir pour monter des étagères à cet endroit-là, c'est tenir éventuellement une permanence. Euh, c'est vraiment la particularité, je crois, des cigales, c'est qu'on est extrêmement proche, en fait, dans la durée du porteur du projet. Donc, proche avant, on le connaît, on est allé le voir chez lui, on a discuté, euh, on l'a vu face à face. Et puis proche après, pendant toute la durée du démarrage, qui peut aller jusqu'à 5 ans, voire plus parfois, pour permettre encore une fois que le socle de ces entreprises soit solide et qu'elles puissent effectivement se développer par la suite. Troisième projet, c'est le projet 3C. C'est une entreprise donc qui se propose de collecter à vélo dans la ville de Troyes, dans l'agglomération, des déchets alimentaires des professionnels comme les restaurateurs, comme donc des cuisines générales, qui sont aujourd'hui émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, le principe, c'est qu'ils déposent les bacs proc, ils récupèrent les bacs remplis de biodéchets, qui compostent et qui permettent ensuite, bien sûr, d'enrichir les sols puisqu'ils les vendent. Petite Mais- note supplémentaire, la pesée des collectes permet aussi d'effectuer un travail sur la réduction du gaspillage alimentaire et ça intéresse aussi les clients de cette entreprise. La Alors, cigale, François, je suis juste garant du temps et c'est pas du tout pour couper dans l'élan, mais non, mais j'ai fini voilà, là, j'ai voilà, il n'y a fini pas de mes trois souci. exemples. La cigale Merci beaucoup. Dynamo, qui est de la Marne, donc il n'est pas effectivement de Troyes, a quand même donc porté 4 000 euros donc à cette entreprise par l'apport d'un compte courant d'associés, puisqu'en fait, Thomas fait partie en fait de la coopérative donc euh, Activité d'emploi, ça c'est pas normalement. Oui, de la CAE en fait. Vous connaissez les CAE, donc il s'appelle Synerca. Et donc du coup, donc Dynamo est devenu aussi actionnaire de Synerca. Voilà. Donc, juste le focus final. 12 cigaliers, 143, 12 cigales, 143 cigaliers, donc en Grand Est. Vous avez l'implantation qui se trouve sur ce projet-là. Il faut savoir que nous, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, on a financé 370 000 euros, donc 125 projets, dont 60% dans l'agroalimentaire. Voilà, donc c'est une particularité effectivement du Grand Est, c'est qu'il y a beaucoup effectivement d'agroalimentaire, et c'est pour ça qu'on est intervenu là-dessus. Voilà, donc j'en finis simplement en vous laissant ça, mais comme vous aurez donc la transmission de ce document-là, vous aurez les contacts si vous êtes intéressé pour la suite des opérations. Voilà. Merci beaucoup, François. Alors, on n'a pas fini, puisque l'idée, c'est de laisser la place un peu aux questions, aux interrogations. Je pense que ça intéresse aussi bien les personnes du Grand Est que celles et ceux qui seraient d'ailleurs. Moi, de mon côté, j'ai trouvé très intéressant le côté très incarné et proche, enfin, la proximité. François s'en sortait vraiment bien de l'intervention et la connaissance un peu, enfin, assez fine, en fait, de chaque projet. C'est très riche.
Alors Et j'ai c'est très vu une... riche pour les cigaliers, donc effectivement, c'est vrai que c'est important de le dire, quoi. Oui, Alexia souhaite prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir si les collectivités sont, enfin, la relation que vous avez avec les collectivités, et si certaines vous ont déjà approché pour vous mettre en relation avec des porteurs de projets qu'ils auraient identifiés, ou si c'est plutôt les porteurs de projets qui viennent vers vous. Enfin, comment est-ce que vous se crée la relation entre les porteurs de projets et vous? Les collectivités. Alors, la relation avec les porteurs de projets, elle se fait de plusieurs façons différentes, bien évidemment. Euh, dans les cigales, il y a une action de communication qui est faite forte vis-à-vis des partenaires possibles, des gens qui peuvent nous envoyer des projets, dont en particulier les collectivités territoriales que nous rencontrons régulièrement. Et beaucoup de nos projets, des projets dans les cigales, arrivent par l'intermédiaire de ces collectivités territoriales. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport au projet donc, de la Grange paysanne. C'est en fait la communauté de communes donc chez nous, qui nous a envoyé effectivement ce projet en disant finalement, ça serait intéressant que donc, la cigale puisse intervenir. Donc, on a dans toutes les cigales donc de la région en particulier, mais certainement dans les autres aussi, dans les autres cigales, dans les autres régions, on a des relations privilégiées avec les collectivités territoriales, puisqu'en fait, on les sollicite, nous, pour pouvoir effectivement nous envoyer des projets. Alors, je dis collectivités territoriales, mais pas que, aussi les organismes de financement, aussi donc les gens qui s'occupent d'accompagner les porteurs de projets, voilà, les banques aussi en particulier. Donc en fait, on reçoit beaucoup de projets à travers donc des partenaires avec lesquels on est en contact régulier. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question sur le maillage. On a vu effectivement sur le Grand Est, il y a à peu près quand même au moins une cigale par département. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le rôle, il y a un rôle peut-être ou une façon des collectivités d'inciter ou d'inviter les citoyens à créer leur cigale? Très bonne question, excellente question. On n'est évidemment pas suffisant, c'est clair. Il y a des porteurs de projets qui viennent nous voir spontanément et on a du mal à les renvoyer sur une cigale de proximité, puisqu'en fait, on a quand même des zones dans lesquelles il n'y a pas de cigale. Et de toute façon, il n'y en a pas assez. On sait très bien que quand il y a de l'argent, quand il y a, en particulier des cigales, mais quand il y a de l'argent qui est proposé, il y a des projets qui émergent. Parce qu'il y a des gens qui n'oseraient pas forcément se lancer et qui l'osent parce qu'ils voient, en particulier dans les cigales, qu'il y a quelque chose qu'on peut les accompagner, qu'on peut financer même des petits projets, qu'on peut... Voilà. Et donc, oui, bien sûr, on n'est pas suffisant. Et bien sûr, si tous les gens qui sont ici, à titre personnel, j'entends bien, hein, et non pas au titre de l'organisme qu'ils représentent, mais si tous ces gens-là donc, avaient mon intermédiaire aujourd'hui, peut-être, ou à d'autres moments, euh, envie donc de se mettre ensemble pour créer une cigale. Voilà, on est à la recherche effectivement donc de cigaliers, de citoyens qui auraient envie en fait de se mettre ensemble pour pouvoir financer des projets en direct. Ça c'est très clair, c'est pas suffisant aujourd'hui. Vous avez raison. Camille, Ouais. Camille Ambrail du GAL Alsace Centrale demande comment monter des cigales justement. Alors, c'est pas très compliqué. D'abord, il faut trouver une personne qui a envie de s'investir à titre, parce que c'est une responsabilité quand même, hein, malgré tout. Voilà, une espèce de petite tête de liste, quoi, finalement. Encore une fois, qui n'est pas quelqu'un qui sait gérer des choses, c'est vraiment quelqu'un de bonne volonté. Il trouve euh, entre 5 à 20 personnes, ce que je disais, qui seraient aussi intéressées effectivement pour faire quelque chose. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on s'organise autour d'un projet, on trouve un projet et autour de ce projet, il y a des gens qui se fédèrent pour financer, partiellement bien sûr, ce projet-là et ils créent une cigale pour ce faire. Et puis il y a d'autres cigales qui se créent simplement parce qu'il y a des gens qui ont envie de se mettre ensemble pour faire des choses sur leur territoire. Alors, on se met ensemble, on décide effectivement de créer une cigale, ça veut dire qu'en fait, on va signer une convention d'adhésion
D'accord? On va ouvrir un compte bancaire parce que quand même, on passe par une banque, ne serait-ce que pour déposer notre argent. Et puis, on va s'adresser en fait à notre association, à l'association régionale du territoire dans lequel on est, c'est-à-dire l'association régionale des cigales du Grand Est en l'occurrence, pour lui dire, voilà, on voudrait créer une cigale. Et à ce moment-là, eh bien, il y a quelqu'un qui vient les voir, qui va aider à monter effectivement ce projet. Mais c'est pas très très compliqué. C'est 5 à 20 personnes qui décident de se mettre ensemble, qui signent une convention, d'accord, une convention d'indivision, hein, comme on dit, et qui la font valider tout simplement auprès de l'association régionale des cigales du Grand Est en l'occurrence. Voilà. Et puis après, ça roule. Il faut trouver un nom. En amont, il peut y avoir du soutien pour des réunions d'information de la part de Oui, l'asso, c'est ce que je etc. disais. Voilà. Alors, il faut trouver un nom. Et puis, ce que je disais, il y a une personne donc, de l'association régionale qui va accompagner effectivement la création de ce projet de cigale. Et donc localement, c'est Sandrine que vous voyez à l'écran qui Absolument, voilà. voilà. J'aurais Et dû passer tout de suite là, effectivement. Et d'ailleurs, elle a pris la parole, et c'est pas pour rien. Donc, Sandrine Garcia, c'est notre coordinatrice régionale des cigales du Grand Est. Et elle est là pour accompagner effectivement accompagner les créations de cigales en particulier. Voilà. Pas que, elle fait plein d'autres choses, mais au et moins ça. et Paul qui est, je crois en région parisienne, Paul Mazran demande si on peut se joindre à des cigales déjà existantes, si elles sont pas, pleines. Donc Absolument, il n'y a aucun problème. On peut rentrer dans une cigale sans aucune difficulté. C'est plus difficile d'en sortir puisqu'on a pris un engagement personnel d'y rester, mais y rentrer, ça ne pose aucun souci. La plupart des cigales estiment que en fait, l'apport de nouvelles personnes qui vont entrer en fait dans la cigale est extrêmement enrichissant pour le fonctionnement de la cigale. merci Françoise. Oui, Moi, s'il y j'avais a juste une question. ah pardon, Barbara, vas-y. J'avais une question, du coup, je me demandais si donc la création d'une cigale, c'est toujours autour d'un projet? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est, il y a qu'un projet ou ça une cigale peut être liée à plusieurs projets? Et est-ce que quand on crée une cigale, c'est forcément à la base, autour d'un projet où on peut simplement réunir 5 à 20 personnes sans avoir déjà un projet en tête, mais avoir des idées communes et cetera? Absolument, vous avez entièrement raison. Il y a deux façons de créer une cigale. On peut la créer autour d'un projet, comme je l'avais dit, mais on peut aussi, c'est ce qu'on appelle une cigale de conviction. En fait, c'est des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils ont envie, en fait, ensemble de développer leur territoire sur le plan autour des entreprises. Donc, au départ, ces cigales-là, elles n'ont pas forcément de projet. Donc après, elles se mettent en marche pour essayer de trouver des projets. Donc, elles rencontrent des collectivités, elles rencontrent des partenaires, elles rencontrent les banques, elles rencontrent la CCI, elles rencontrent voilà, la Chambre des métiers, elles essayent de se faire connaître pour que, effectivement, donc, on leur propose des projets ou pour que des porteurs de projets donc, s'approchent d'elles pour leur dire, voilà, moi, j'aurais besoin d'un financement. Donc, les deux possibilités, oui, tout à fait. Et et donc merci Françoise pour, aller vers un peu la fin. Alors c'est pas la fin totale du webinaire, juste donc il y a un lien, il y a le site, du réseau des cigales Grand Est pour éventuellement, se rapprocher de cigales déjà existantes ou connaître l'existant et il y a un site, national aussi? Oui, c'est le site qui est indiqué sur le document que je vous ai montré, c'est D'accord. cigalasso.fr, simplement. Et ça, c'est le site national. Donc, il donne une idée générale de Cigale. Avec un très joli film qui présente bien les cigaliers, leur enthousiasme et puis la façon dont les porteurs de projets accueillent en fait ce partenariat avec donc les cigales. Moi, je pense qu'on n'aura pas besoin de film parce que, de mon point de vue, François, ça a déjà été très communicatif en termes, d'enthousiasme là pour le webinaire, mais effectivement pour illustrer et puis, partager plus largement, je pense que ce sera riche. Merci encore en tout cas Françoise et Sandrine pour, la Merci à vous tous. participation. Moi je vous disais, c'est pas la fin du webinaire parce que on n'aura peut-être pas trop le temps parce que je pense que pour beaucoup, vous aviez noté 10h30 la fin. Mais je voulais en tout cas partager une dernière slide pour évoquer avec vous, ce qui a fait naître un peu, comme réflexion ce webinaire et voir si ça suscite, quelques réactions dans
dans les 5-10 minutes qui restent. Simplement donc vous dire, ce webinaire, je vous l'ai dit en introduction, il fait suite à des réflexions qu'on a au sein du réseau sur le financement, des projets, autour de l'alimentation et de l'agriculture. Au niveau national, il y a le réseau, France PAT qui a fait un travail aussi de recensement des différentes sources de financement, donc Paul Mazeran qui était en copie, l'anime notamment avec, Chambre d'agriculture France et cetera. Donc il y a une part de réponse à ces questions sur les financements qui va se trouver un peu dans cette boîte à outils pour trouver, des financements. Mais se pose aussi des questions. Moi, je trouve, vous avez vu dans ce webinaire, on était très, sur de l'investissement, plutôt, voilà, lancement de projet ou, investissement, sur des outils. On n'a pas abordé, la question, du foncier, qui est aussi un vrai sujet, donc avec des acteurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Terre de Liens, Ferme Envie, qui peuvent aussi intervenir. On n'a pas non plus vu d'autres plateformes qui ont été contactées, mais qui n'étaient pas disponibles, comme Mimosa, comme, la plateforme sur le vin, Terra Hominis, je crois. Donc se pose pour nous la question de continuer à travailler dessus, de façon un peu plus large et notamment, moi je voulais proposer, aux acteurs du Grand Est notamment de réfléchir peut-être à un temps en présentiel, pour approfondir ce sujet. On sait que sur, des sujets plus autour de l'économie sociale et solidaire, il y a des temps de rencontre qui peuvent être organisés sur, rapprocher porteurs de projets, financeurs et je me pose la question en tout cas de réfléchir à un tel temps sur nos sujets, nous, autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. Avec un point d'interrogation que me fait naître aussi un peu ce webinaire, c'est est-ce que les porteurs de projets sont et seraient intéressés? Puisque je pensais que ce webinaire serait, un peu l'occasion aussi pour les porteurs de projets de se joindre à nous, mais pour le moment, c'est essentiellement les collectivités, les chargés de mission PAT qui se sont inscrits, et puis d'autres acteurs, hein. Je réduis pas du tout, ça, mais en tout cas très peu de porteurs de projets. Donc, c'était un peu ma première interrogation, voir qu'elle vous évoque. Mais en tout cas, mon idée, ce serait de peut-être organiser un temps avec les différents réseaux en Grand Est, les chambres d'agri, Bio Grand Est, les CUMA, heu, réunir, sur une journée tous les financeurs, imaginables et possibles et essayer de faire venir, les porteurs de projets avec des formats, collectifs, mais aussi de rencontres individuelles des financeurs, en mode un peu speed dating, speed meeting et aussi éventuellement des ateliers pour, accompagner ceux qui auraient besoin peut-être, d'être accompagnés sur de l'ingénierie, sur, des conseils par des professionnels, enfin voilà. Donc je voulais mettre ça dans la marmite pendant, 5-10 minutes pour ceux qui auraient le temps un peu de réfléchir, donc hésitez pas à réagir dans le chat ou à prendre la parole. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, ben moi, je veux bien y aller. Bonjour à tous. Je fais partie de l'association Team et Bastien, du coup, qui lutte contre la précarité alimentaire étudiante. Et ouais, bah nous, en tout cas, Charles, sur ce type de proposition, nous, on est carrément preneurs parce que c'est vrai que de rencontrer, en tout cas, on va dire en vrai, les financeurs et pouvoir échanger avec eux, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent nos enjeux plus précisément. Enfin, nous, on est toujours preneurs de ce type-là, en tout cas, d'échanges en présentiel. Et c'est d'autant plus chouette, je trouve, si c'est pas que accès non plus financement participatif, parce que je pense qu'il y a un côté, il y a vraiment une plus-value sur le financement participatif, mais je pense que c'est complémentaire à d'autres financements. Du coup, je pense que si tu élargis, enfin, ça répondrait plus, en tout cas, à des besoins d'une diversité d'acteurs, en tout cas, du réseau. Voilà pour mon retour. Merci Anaïs. Qui était une des rares porteuses de projets que j'avais identifiées. C'est pour ça, merci de ton retour. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette proposition, cette idée? Est-ce que ça répondrait à des besoins, vous, que vous identifiez sur vos territoires ou
Ou alors c'est peut-être trop tôt, hein, peut-être que des porteurs de projets pour le moment sont trop émergents. Enfin, c'était aussi un peu ça que je voulais mettre en discussion. Et de toute façon, s'il n'y a pas de réaction à chaud, je vous questionnerai par d'autres biais, hein, pour ceux qui sont dans le réseau. Vous savez que j'adore vous envoyer des mails et des petits sondages. Peut-être comment on fait pour lui prendre la parole. C'est fait. Moi, je Ah, veux bien, Françoise, oui, on entend, oui, je ouais. veux bien, juste ça fait partie, en fait, de certaines organisations qu'on met en place, donc en essayant de rassembler des porteurs de projets pour leur proposer effectivement pas seulement le financement SIGAL, mais d'autres, effectivement, faire intervenir d'autres partenaires. Nous, on appelle ça, ça va vous faire rire, mais bon, on appelle ça SIGAL cherche fourmis. Les fourmis étant les porteurs de projets, les cigales étant nous. Euh, mais la difficulté, c'est la connaissance des porteurs de projets. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein, c'était destiné effectivement à, hein, tu l'as dit, Charles, hein, donc c'était destiné effectivement aussi fortement à des porteurs de projets. Et en fait, là, il y en a très peu. Et c'est pas simple. Et je pense qu'il faudrait beaucoup réfléchir sur comment, effectivement, on peut toucher tous ces gens-là qui ont un projet en latence ou qui ont un projet qui démarre et ou qui va pas tarder à démarrer et qui cherchent du financement, tout ça. Je pense que c'est la, comment dire, c'est l'écueil principal, en fait, d'une organisation de ce type-là. C'est trouver, enfin, comment contacter, comment, voilà, intéresser les porteurs de projets. Je le dis parce que Mmh mh. d'expérience, c'est ça qui est compliqué. Tout à fait. Et pour rebondir, ça l'est d'autant plus pour un réseau régional comme le nôtre où, effectivement, je dis pas qu'on n'est pas en prise avec le terrain, mais, on voit et on fait du retour d'expérience sur des projets qui ont déjà un peu de visibilité, qui, qui se développent, qui sont exemplaires. Mais c'est vrai que pour détecter un peu les projets plus émergents ou les personnes qui sont en besoin de financement, c'est plus compliqué, ouais. Donc je pense que plus au niveau des territoires ou Et moi, je veux bien prendre la suite. En fait, du coup, pour mon autre casquette, plus France Active Lorraine, je sais que là, ils ont un projet de développer une offre de financement spécifique pour les projets agricoles. Pour l'instant, j'en sais pas trop plus et je sais que c'est encore à l'état de projet. En tout cas, c'est un sujet qui accompagne France Active Lorraine. Pour les participants, juste rapidement, France Active Lorraine accompagne les TPE, les PME, notamment sur le financement, mais aussi tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, il y a le volet accompagnement et financement aussi des acteurs là. Donc je pense qu'eux seraient carrément aussi partants pour être mis dans la boucle si tu développes Sacha. d'accord. Je l'avais noté, je sais pas s'il apparaissait dans le PowerPoint, mais je l'avais noté dans ma fiche projet. Bon, en tout cas, je vais pas, épiloguer dessus. C'était en tout cas vous lancer cette, bouteille à la mer et comme une piste de suite à ce webinaire puisque, bah, je vous remercie dans les commentaires, c'est plutôt positif. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et que ça a planté, soit des petites graines, pour des projets futurs, soit vous a donné des billes, que vous allez pouvoir actionner, dès maintenant. Donc tous les éléments vont vous être envoyés par mail pour celles et ceux qui se sont inscrits via le comment? Google, Doc. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à laisser une adresse mail dans le chat, puisque tout ça est enregistré. Et puis, bah, moi je vous remercie en tout cas pour votre, écoute active, pour beaucoup, pour les intervenantes et intervenants, et notamment Françoise, et Sandrine qui restent, bah, merci encore pour ces échanges et puis, bah, écoutez, j'espère vous revoir bientôt dans d'autres, actions du réseau ou pour, les collègues du reste de la France. Il y a des rendez-vous nationaux, Carrefour des PAT et autres qui arrivent, donc peut-être qu'on aura, l'occasion d'en échanger. Merci en tout cas et Attention, Si, Carrefour des Très PAT bien. Charles, annulé. ah pardon Paul. Ah Paul, ah pardon, désolé Paul, tu me lances une bombe là. Le Carrefour des pâtes est annulé? Oui, J'ai pas nous, eu. nous avons fait l'annonce mardi ou mercredi, je me souviens plus, et suite à la réserve électorale.
Bah écoute, je n'ai On a eu pas la eu, demande d'annulation j'ai par pas le eu le ministère. mail, donc Oui, tu oui, fais c'est bien bon. de me le dire. Voilà, donc si d'autres étaient inscrits, l'info est passée. Désolé, Paul. Merci et Merci. désolé, il faut transmettre. Bonne journée en tout Bonne cas journée. à vous toutes et tous. Au revoir. Merci, Au Au revoir. revoir. merci, au revoir. Au revoir.